Hello tout le monde, c'est Atreid, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et ceci est un conseil pour vos futurs investissements. Dans cette vidéo, pas d'analyse technique, parce que je te le rappelle, l'analyse technique c'est ce qu'on regarde en dernier. Le prix que tu vois ici n'est que le reflet de ce qui se passe avant, et ce qui se passe avant c'est quoi? C'est la macroéconomie, c'est la géopolitique, c'est les principes de liquidité, toutes les causes qui finalement vont avoir un effet sur le prix, soit à la hausse ou à la baisse. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur l'effet des guerres, et plus précisément, les guerres dans lesquelles les USA ont été partis, mais également toutes les fois où l'Iran a été parti avec cette fameuse menace de bloquer le détroit d'Ormuz, avec comme conséquence le fait que 20% du pétrole mondial ne pourrait plus passer, avec une inflation qui aurait un rebond monstrueux du fait que le pétrole verrait son prix augmenter, etc. etc. L'histoire est notre allié et on va regarder ce qui s'est passé à chaque fois en regardant également les conditions macroéconomiques qu'on avait à l'époque. Est-ce que à ces moments-là, on avait effectivement un bull market qui était en cours comme c'est le cas actuellement? Est-ce qu'on avait des taux d'intérêt de la Fed qui étaient plutôt hauts? Est-ce qu'on avait une inflation également supérieure à ce qu'on avait maintenant? Ou est-ce qu'on était dans des conditions bien différentes, ce qui fait qu'on ne peut pas comparer toutes ces dates à ce qu'on vit actuellement? Et tu vas voir qu'il y a quelques surprises dans cette vidéo. Et on commence directement avec la charte du SP500 qui est l'indice boursier américain majeur en termes d'actions de sociétés cotées. Et donc c'est l'indice boursier majoritaire, le premier quand on parle d'actifs à risque. Il faut qu'on regarde les effets sur les actifs à risque parce que forcément la crypto, qu'on adore tous, est classifié actif à risque, donc on doit regarder l'effet de ces guerres sur les actifs dits à risque. Et donc tu as ici le cours du SP500, la ligne violette ici représente les taux d'intérêt de la Fed, la ligne rouge le taux d'inflation, et en jaune le taux de chômage à l'époque où on a eu justement l'évolution du SP500. Et ce que tu peux voir, c'est qu'on peut directement remonter à la première guerre qu'il y a depuis janvier 2023, tu le vois ici, soutien Israël, Israël qui a attaqué par représailles pour se venger ou par défense Gaza. Donc on a une guerre qui est en cours depuis 2022, début 2023, avec Israël qui bombarde Gaza, une guerre qui est déjà en place depuis 2 ans maintenant et qui juste ici vient se renforcer avec justement Israël-Iran. Donc on a une guerre qui est là depuis début 2023 et tu as ce petit carré bleu dans lequel effectivement on a eu déjà une première fois la fermeture du détroit, du moins la menace de la fermeture par l'Iran. Et ça c'est la réaction du marché à la menace de la fermeture du détroit. Donc comme tu peux voir, pas grand chose. Et tout le long de la guerre, on a un bull market qui prend place. Donc la guerre à proprement parler n'est pas de facto un mécanisme qui va arrêter un bull run ou qui va arrêter les marchés aussi. Et ça, je vais te le montrer pourquoi juste après. Ce qui est très intéressant, c'est que forcément par rapport à là où on est maintenant, il y avait une situation ici qui était à la fois meilleure et à la fois pire. Meilleure dans le sens où on venait de finir un bear market et donc les actifs étaient majoritairement sous-évalués, alors que là on entre gentiment en période de surévaluation, ça c'est une première chose. Mais quand on regarde au niveau de la macroéconomie n'était pas forcément plus propice. On avait une inflation qui flirtait ici avec les 6,50%, donc largement au-dessus de ce qu'on a maintenant. On avait des taux d'intérêt qui continuaient de monter, on n'avait donc pas encore un plateau au niveau de la politique monétaire de la Fed, et je le rappelle, ce qui compte c'est pas forcément que les taux baissent tout de suite, mais c'est que au moins le marché puisse pricer ce qui va se passer. C'est-à-dire des discours dans lesquels la Fed dit très bien, on va arrêter de monter les taux, on va commencer à les couper. S'il y a ce discours-là, les marchés vont relancer tout de suite les investissements dans les actifs à risque parce qu'on sait vers quoi on va. Arrivé ici, on ne savait pas encore vers quoi on allait, c'est plutôt par ici qu'on savait qu'il y avait à avoir un plafond des taux de la Fed. Et donc juste là, on avait des taux qui étaient largement supérieurs à ce qu'on a maintenant, mais surtout avec une non-visibilité de ce qui allait se passer par la suite. Et de mon point de vue, on avait donc une macro ici qui était pire que ce qu'elle est maintenant, malgré que les marchés aient augmenté. Le seul point négatif par rapport à ici, c'est que les marchés ont largement augmenté et donc forcément, comme je l'ai dit, je le répète, ils sont dans une zone qui est plus surévaluée que la zone qu'il y avait ici. Si on remonte encore un petit peu dans le temps, on avait ici l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais on était en plein bear market, donc ce qui s'est passé, ça compte pas trop. Et si on remonte un petit peu dans le temps, on avait, tu peux le voir encore, 2 autres timelines dans lesquelles l'Iran a menacé encore une fois de fermer le détroit. Donc tu le verras tout au long de cette vidéo, c'était des menaces. La fermeture n'a jamais eu lieu et on va l'expliquer pourquoi également. Donc on a eu ici cette menace de fermeture du détroit encore une fois qui a provoqué un petit down de quelques semaines, pas grand chose hein, sur l'SP500, on est sur du moins 5%, franchement c'est pas ouf, avec ensuite des marchés qui se sont remis directement. Au niveau de la macro, on avait une inflation qui était quasiment la même qu'actuellement, avec une légère surévaluation des marchés comme on l'a maintenant aussi, et une politique de la Fed qui s'apparente un petit peu à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire de nouveau pas forcément les mêmes taux directeurs parce qu'ils étaient plus bas certes, mais avec une politique où on venait de terminer la hausse des taux et qu'il y avait un plateau avec une baisse qui était annoncée. Et on le redit, c'est ça que les marchés cherchent, c'est pour ça que depuis ici, on avait un bull run qui s'est mis en place, tout simplement parce que le plafond de la hausse des taux était atteint, et donc c'est pas 0,25, 0,5 points sur les taux d'intérêt qui vont vous relancer
lancé to the moon avec une création de liquidité qui va aller à 30 000 milliards. Hein. C'est pas ça du tout. Donc quand on passe de taux de 5% à 0, je veux bien, mais quand on passe de 2,5 à 2,25 à 2 points, c'est pas ça qui vous relance. Voilà. Si on remonte encore un peu plus tôt, on a eu également ici la menace en 2018 de la fermeture du détroit par l'Iran. Ça a provoqué 2 semaines de baisse avec une petite baisse d'environ 3,73%, donc pas grand chose de nouveau, avec ensuite un nouveau pic, un nouveau top avant le bear market de 2018, juste ici. Au niveau de la macro, c'était la même chose. On avait juste un chômage qui baissait, c'était positif, mais on avait des taux qui augmentaient, pas bullish du tout, et on avait de l'inflation qui montait aussi, pas bullish du tout. Donc on retrouve un petit peu le contexte dans lequel on n'est plus déjà maintenant, parce que l'inflation baisse, les taux d'intérêt, eux, baissent également, gentiment mais sûrement, et donc on a une perspective d'évolution pour la suite qui est plus bullish que ce qu'il y avait ici. Ça ne nous a pas empêché d'atteindre un nouveau top avant le fameux bear market. Si à mon sens on devait comparer une zone timeline dans laquelle on est assez proche maintenant, ce serait celle-ci. Vraiment, une fin juin ici qui est bearish avec cette menace ici, comme par hasard, hein, fin juin. Je suis pas théoricien du complot, mais c'est vachement amusant de voir à quel point ça apparaît toujours au même moment. Hein. Tu peux voir une année plus tard aussi, ici c'est mai-juin, et ensuite juillet on relance la machine, ici c'est juin-juillet on relance la machine, on finit en fin d'année le top et on enchaîne un bear market. Donc c'est très amusant de voir à quel point la temporalité est vachement respectée. Si on remonte en arrière, même chose ici, bombardement du Yémen par les États-Unis, tout petit dip, mais on pose un bottom de marché. Afghanistan, on pose un bottom de marché. Et si on remonte, c'est encore la même chose. Intervention Libye ici, on pose un bottom de marché. Menace de la fermeture du détroit juste ici en 2011, ça a provoqué une semaine de baisse à peine. Et ensuite, on est reparti pour poser un top local et une baisse. Et si on remonte dans le passé, c'est toujours comme ça. Alors je remonte pas depuis avant 2008, tout simplement parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, avant 2008, le type d'économie dans lequel on se trouvait n'était pas du tout le même. On était dans une économie de marché pure, c'est-à-dire tu te débrouilles bien, tant mieux, casse la figure, tant pis pour toi. Maintenant, il y a une intervention des banques centrales qui est sans limite, qui est limite automatique après 6 mois de bear market, et donc ça change complètement le paradigme, ou du moins en tout cas la longueur des bear markets qu'on pourrait avoir. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé et qu'on réabordera par la suite. J'ai également mis encore ici différents types de guerres dans lesquelles on a posé un bottom. Bombardement au Pakistan, bottom de marché. Invasion en Irak, fin du bear market, etc., etc. Donc tu peux voir que à chaque fois que les US sont entrés en guerre dans un pays étranger, ça a posé un bottom de marché local ou définitif selon qu'on sorte du bear market ou qu'on soit en bull run. Tu peux voir aussi qu'à chaque fois que l'Iran a menacé de fermer le détroit, ça n'est jamais arrivé. Là où ça a failli arriver, c'était juste ici en 2018. Et à cette époque, je te laisserai aller lire des articles de presse qui en parlent. Les alliés, donc la France, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays, avaient envoyé des navires de guerre dans le détroit au cas où l'Iran menaçait de fermer. Et donc on a eu une réaction définitive qui, après la diplomatie, après les tentatives vaines de ramener l'Iran à la raison, les pays ne sont pas laissés faire, ils n'allaient pas laisser le détroit fermé, et ils ont envoyé leurs navires de guerre pour intervenir directement si jamais l'Iran bombardait les tankers. Donc on verra si cette fois l'Iran va plus loin et ordonne vraiment un blocus ou non. On verra également comment les pays du globe réagissent, mais il y a de fortes chances que l'histoire se répète et que justement on ait affaire à la même chose ici. Là où c'est super intéressant, je te le disais, c'est que on a mis en lumière qu'à chaque fois ça se passait en juin, bizarre, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive en juin. Et ce qui est super intéressant également, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe généralement en juin. La première chose, ici tu peux le voir, juste au niveau de ce petit graphe ici, c'est que juin et septembre sont historiquement les 2 semaines dans lesquelles il y a le pire résultat au niveau du marché action. Les 2 dernières semaines de juin et les 2 dernières semaines de septembre sont historiquement les pires pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. A contrario, juillet, mars et octobre, mais également décembre, sont les meilleures semaines, avec en tête juillet, qui ici tu peux voir offre les meilleures performances, alors que tout le monde s'amuse à dire que justement l'été il ne se passe rien, les marchés font du surplace et range, alors qu'en fait pas du tout. Et ça peut s'expliquer. Je t'invite à regarder mes dernières vidéos où je te parle du fameux concept de liquidité, du Power of Free, qui prend place de manière weekly, monthly ou trimestrielle. On a déjà traité les parties weekly et monthly, et dans la prochaine vidéo de mercredi, on traitera justement la partie trimestrielle, où tu verras pourquoi, grâce à ce mécanisme, on peut expliquer que le mois de juin et les mois de septembre soient historiquement les perfs les plus basses au niveau de l'année. Donc ça, c'est un point de cyclicité qu'on reprendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va regarder ce qui se passe surtout au niveau de l'économie réelle en temps de guerre. Et en temps de guerre, on peut distinguer 2 situations complètement différentes. La première, c'est un temps de guerre dans lequel un pays prend part à une guerre qui n'est pas sur son territoire. Et cela, ça donne lieu à une augmentation du PIB à travers le temps, où tu peux voir la ligne bleue ici qui est le PIB normal et le PIB projeté par la ligne bleu foncé ici, une fois qu'un pays entre en guerre sur une guerre qui n'est pas sur son territoire. Tu peux le voir off territory, ça veut dire que ce n'est pas sur son territoire. A l'inverse, quand la guerre est sur son propre territoire, le PIB chute drastiquement. Et ça s'explique de manière extrêmement logique. Quand vous avez une guerre sur votre territoire, la population fuit,
les entreprises sont à l'arrêt et forcément la productivité baisse, s'il faut le résumer très schématiquement. A l'inverse, si on résume tout aussi schématiquement, quand la guerre n'est pas sur votre territoire, eh bien tous les spectres de l'économie se mettent un petit peu en suractivité, en commençant tout d'abord par le secteur de l'armement, mais également tous les secteurs qui y sont connexes. Donc ça peut être les secteurs technologiques, parce que les missiles sont fabriqués grâce à des puces, ils incorporent du matériel qui justement fait travailler énormément de corps de métier, les transports, etc. etc. Et donc vous avez également une augmentation des heures de travail, des embauches, de la dépense par rapport, du budget par rapport à la dépense qui est liée à la guerre, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'on note une hausse du PIB. Donc qu'est-ce que ça reflète ça? Ça peut refléter justement une situation dans laquelle le PIB des États-Unis va possiblement augmenter justement dans les temps à venir. Et ça va se refléter où? Ça va se refléter justement sur le S&P 500. Si on regarde ce qui se passe niveau cyclicité, on se retrouve ici sur la moyenne du prix du Nasdaq depuis les années 1989 en année post-élection, donc en dernière année de bull run. Donc tu vois, le prix suit quasiment exactement ce qu'on fait depuis le début de l'année, avec un premier trimestre qui a été très négatif, on a posé un dip et un bottom de marché, avec ensuite un Q2 qui augmente gentiment jusqu'à corriger au mois de juin. Ici, c'est le mois de juin avec la fin juin juste là dans le creux ici. Et ensuite, on a en tout cas un mois de juillet qui globalement est extrêmement positif. On est actuellement juste ici dans ce dip. Et ce qu'il y a là, entre ici et ici, c'est le mois de juillet. Le mois de juillet qui annonce une très grosse hausse en moyenne depuis 1989. Et si on regarde les retours mensuels sur le Nasdaq, on peut voir que ici, tu as le mois de juillet, on a eu depuis l'année 2008 qu'un seul mois dans lequel on a fait une légère baisse de 1,63%, c'était l'année dernière. Donc ça veut dire que depuis 2008, il s'est passé 17 ans. En 17 années, on n'a eu qu'un seul mois qui a été dans le rouge avec seulement moins 1,63%. Donc on retrouve une donnée qui corrobore largement la petite charte que je vous ai montrée avant, où les mois de juillet sont extrêmement positifs sur le Nasdaq. Le S&P 500, c'est pareil, et ce depuis plus de 17 années. Sur Bitcoin, on a légèrement plus de rouge depuis 2011. Donc j'ai compté sur 14 années, on a eu 9 années sur 14 durant lesquelles on était vert. Et ce qui est super intéressant, c'est de constater qu'à chaque fois qu'on a fini dans le rouge durant le mois de juin, comme c'est le cas à l'heure actuelle, on a toujours eu un mois de juillet qui était vert. Donc tu peux voir ici, 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 ici et ici. À chaque fois qu'on a eu un mois de juin qui a donné lieu à une fin de correction, on a eu un mois de juillet qui était dans le vert avec des pourcentages qui étaient quand même assez hauts, sauf ici, 4%, c'était pas énorme en 2024, mais globalement, on a eu de la bonne performance sur Bitcoin. Si on reprend un petit principe sur le Nasdaq, ici on est retourné sur le Nasdaq, on retrouve les mêmes chiffres qu'avant. Si on prend un petit principe qui est hyper important pour expliquer qu'un mois de juillet soit vert, mis à part le Power of Three dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, c'est que forcément pour avoir du vert, il faut absolument avoir de la liquidité qui rentre sur les marchés. Et actuellement, niveau liquidité qui rentre sur les marchés, il y en a énormément. Je t'ai affiché la petite M2 juste en bas qui te montre effectivement la création monétaire des 21 plus grandes banques centrales au monde. Et tu peux voir que cette énorme hausse de liquidité, on l'a depuis un petit moment, et ce qu'on vit maintenant à l'heure actuelle, c'est cette petite baisse juste ici dans le rond vert, petite baisse qui se répercute juste là sur Nasdaq. On est en train de vivre cette petite correction. Et si on suit la cyclicité, les performances, si on suit également les réactions de marché à chaque fois qu'on a eu une guerre, on l'a vu juste avant, mais également la liquidité, on doit avoir des marchés qui continuent de monter. Et ça, c'est ce que les données nous démontrent. Donc, tu peux tout à fait te dire que non, c'est la fin du monde, c'est pas pareil, ou peu importe. On vient de démontrer que dans des situations similaires, soit géopolitiques, macroéconomiques, de liquidité, etc., de cyclicité, on a à chaque fois reproduit les mêmes mouvements, et ça s'explique. C'est pas par hasard. Les mêmes causes induisent les mêmes effets. Et donc tant qu'on aura les mêmes causes, ces mêmes effets seraient à prévoir. Une cause différente serait totalement l'Iran qui, pour une fois, irait jusqu'au bout, en bloquant le détroit et en mettant des navires de guerre et en tirant sur tout ce qui bouge, peu importe qui vienne en face. Et donc là, on aurait une cause différente qui ne s'est jamais produite par le passé et qui pourrait remettre en cause le scénario qu'on vient de regarder. Maintenant, tant que c'est pas le cas, eh bien, les marchés réagiront de la même manière qu'ils ont réagi avant, avec un bottom local qui se pose et une continuation haussière sur les marchés au moins jusqu'à la fin de l'année. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, on se revoit mercredi pour parler de ce fameux Power of Three trimestriel et qui vous expliquera pourquoi justement la fin juin et la fin septembre sont statistiquement les pires mois de l'année. Et tu verras que les développements sont pas faciles mais vont vraiment t'amener à une énorme compréhension de ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est à trade, bonne journée, bye bye.